La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec le soulagement apporté aux acquéreurs de parcelles et de tout autre citoyen concerné par les opérations foncières. e-Notaire est désormais disponible pour réduire les tracasseries et les pertes de temps des usagers. C'est une plateforme technologique en ligne lancée cet après-midi à Cotonou. Narcisse Alossé nous vient avec plus de détails dès le début de ce journal. Et puis, l'envers du décor du coronavirus avec certains corps de métier qui profitent bien de cette pandémie. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Ils sont donc nombreux, ces soudeurs et autres plombiers sollicités ces derniers temps pour la confection des équipements de lavage de mains. Un métier qui nourrit les uns et augmente le chiffre d'affaires des autres, nous dira Idrissou Boukari. Dans cette édition, nous irons à la découverte du processus de fabrication du vin de palme dans le département du Bono. Geoffroy Vincent et les spécialistes de la chose nous attendent à Lokossa pour nous expliquer la méthode qui aboutit à l'obtention de ce vin local très prisé des populations. Tenez-vous tranquille, vous en aurez soif tout à l'heure. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On parle politique pour démarrer avec le récépissé définitif obtenu par les 5 formations politiques dont l'UDBN de Claudine Prudencio. Le porte-parole du parti était d'ailleurs l'invité du forum de discussion de l'émission Atu Matin ici à Canal 3 Bénin. Gildas Aizanon a expliqué au cours des échanges les efforts des militants et de la présidente du parti pour parvenir à cette étape qui ouvre les portes à une participation effective aux élections communales et municipales. Gildas Aizanon a également expliqué l'ancrage du parti UDBN sur le territoire national. On va l'écouter à nouveau. Participer aux dernières législatives, les circonstances n'ont pas voulu que cela se fasse, qu'à cela ne tienne. Nous avons dû batailler pour que véritablement nous puissions être en règle pour participer, n'est-ce pas, aux échéances qui s'annoncent pour le 17 mai. Oui, hier, quand le récépissé définitif vous a été donné, a été donné à l'UDBN, il y a celui qui représentait l'UDBN à cette séance-là, M. Cyril Dikoui, l'ancien bâtonnier, qui dit ceci, je cite, l'UDBN vient de recevoir son récépissé définitif, quel jour? Et il dit, le Seigneur est avec nous, quand le Seigneur est dans une barque, elle ne chavire pas. Et ça dit que c'est pour vous une grande surprise? Une surprise, non, pas du tout, parce que nous avons mis les petits plats dans les grands pour que véritablement l'UDBN puisse participer aux prochaines élections sans rachat. Quel est aujourd'hui l'état d'âme de vos militants que vous semblez magnifier? Aujourd'hui, ces militantes et militants doivent être totalement rassurés. Il est passé le temps des doutes, il est passé le temps des inquiétudes. C'est véritablement le moment, comme Maître Dikoui l'a martelé, de commencer par mouiller le maillot pour prouver que réellement l'UDBN a totalement raison de participer à ces élections. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir le récépissé définitif, mais il fallait quand même l'avoir. Nous avons 5 formations politiques qui ont réussi à passer les mailles de la Sénat dans l'UDBN. Mais que peut l'UDBN face à ces gros poids, l'UP, l'EBR, le PRD et FCBE? D'abord, je veux insister sur le fait que, à la faveur de la réforme du système partisan, je ne connais pas d'abord un parti politique qui peut se targuer, n'est-ce pas, d'être une grande formation politique qui écrase les autres. Je ne connais pas le résultat sur lequel les gens pourraient se baser. Et donc, nous autres, à l'UDBN, ce que nous pensons, c'est que ce sont les populations qui décident de qui est le grand parti, de qui mérite de diriger les communes. Nous savons que nous avons un programme qui plaira forcément à l'électorat. Nous allons parcourir les différents hameaux de notre pays, les 77 communes, pour aller vendre le programme de l'UDBN et montrer que le parti du maïs est le meilleur, n'est-ce pas, qui est un programme qui puisse booster le développement local. Pour un parti dont on dit qu'il n'a d'ancrage territorial que l'arrondissement de Godomè, parce que la présidente étant de là, comment avez-vous réussi à avoir 3630 dossiers? C'est quand même pas de l'amusement. Si nous avons réussi à avoir autant de dossiers et même être dans l'embarras de choix à des moments donnés, c'est dire qu'un travail a été fait et qu'on aurait pu révéler ce travail-là déjà à l'occasion des législatives de 2019.
Maintenant que l'occasion nous est donnée de démontrer de quoi l'UDBN est capable, je crois que vous allez le voir, n'est-ce pas, le 17 mai prochain, vous verrez que c'est une organisation sérieuse, vous verrez que nos militantes et militants un peu partout, non seulement sont nombreux, mais sont déterminés, et que chaque jour, nous faisons du recrutement. Il y a des gens qui sont motivés, qui veulent apprendre aussi à militer en politique et qui pensent que, contrairement à ce qui se dit, l'UDBN est cette formation aujourd'hui qui, on peut le qualifier de nouveau, et je suis d'accord, en comparaison à des visages anciens qu'on retrouve ailleurs. L'UDBN est effectivement un nouveau parti qui brille de par sa jeunesse, qui brille de par la combativité de ces femmes. Si on nous dit que nous sommes nouveaux, nous sommes d'accord, mais nous sommes nouveaux pour aller à la quête de l'électorat et aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Autre chose à présent, au Bénin, les opérations foncières peuvent désormais se faire en ligne et donc sans tracasserie ni perte de temps. Ceci est possible grâce à une révolution technologique dont la plateforme a été lancée cet après-midi à Cotonou. Son nom, e-Notaire, ses caractéristiques et ses avantages qu'elle offre aux populations nous sont relatés ici dans ce compte rendu signé Narcisse Alossé et Elvis Tonokwe. 7 cadres du ministère de l'économie et des finances planchent devant hommes et femmes des médias pour annoncer une révolution technologique concernant le foncier au Bénin. Il s'agit d'une plateforme nommée e-Notaire qui est appelée à faciliter à tout propriétaire terrien les opérations de transfert de propriété pour l'obtention de l'expédition notariale. Vous avez les informations sur le titre foncier, le propriétaire, sa profession, la contenance du titre foncier, la situation, les charges éventuelles qui sont sur le titre foncier et l'ensemble des bordereaux analytiques qui sont téléchargeables par le notaire pour avoir une information beaucoup plus complète sur l'état de la parcelle ayant ce titre foncier-là pour pouvoir faire son expédition notariale. Cette plateforme permet donc aux requérants d'éviter les pertes de temps et contribuer à la dématérialisation d'une grande partie des procédures relatives aux opérations foncières, ce qui donne un contenu réel à la batterie de réformes engagées par le gouvernement. Et la première innovation que nous devions noter, c'est la suppression de l'attestation de situation géographique. Vous l'auriez compris, cela permet aux populations de faire abstraction et bénéfice, bien entendu, de l'obtention de l'attestation de situation géographique et de ne plus avoir à payer 50 000 francs. 220 jours, décompté l'année dernière par du business, nous passons à environ 6 jours. C'est 114 jours d'économie que nous économisons en matière de transfert de propriété. Au niveau des coûts maintenant, nous passons de 845 000 à moins de 290 000. C'est 560 000 d'économisés sur le cas étudié. C'est 66% d'économie. En somme, célérité, coût, délai et qualité. Et en croire les orateurs du jour, e-Notaire offre surtout la possibilité à tout Béninois d'accéder désormais au cadastre en ligne tout en demandant les prestations foncières qu'il souhaite. La grande innovation, conclut le conférencier, c'est la mise en place d'une commission indépendante de gestion des plaintes pour les problèmes fonciers et cadastraux et un fonds de dédommagement foncier pour les dommages injustement subis. Le coronavirus est toujours au devant de l'actualité, donc on en parle encore. Il faut dire qu'à côté des mesures qui visent à faire respecter les consignes de sécurité sanitaire imposées par le gouvernement, il y a certains qui profitent bien de la pandémie. C'est dans cette période même qu'ils font de bons chiffres d'affaires. Il s'agit des soudeurs, des plombiers et des vendeuses de plastique qui constituent la chaîne de fabrication du dispositif de lavage des mains. Comment ces derniers passent-ils alors ces moments? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Idrissou Boukari et Henri Ganti. Les conséquences économiques du coronavirus s'arrêtent ici. L'apparition de la pandémie au Bénin induit des effets positifs pour Vincent De Paul, soudeur de profession.
Dans son atelier, depuis quelques jours, plus de temps pour lui et ses apprentis. L'usage du dispositif de lavage des mains imposé par le gouvernement est sans doute une bonne nouvelle pour lui. Il en est l'un des concepteurs et la demande devient de plus en plus forte. Une vingtaine par jour et il faut débourser une somme de 40 000 francs CFA pour acquérir l'unité. Le travail se fait en collaboration avec les plombiers. Oui, ça nous a donné un marché. C'est en mourant qu'on ressuscite. Oui, il nous a donné un marché, il nous a donné encore l'idée que dans tout le Bénin maintenant, il faut laver la main. D'autres même ont commandé de mettre ça dans leur chambre, dans leur maison, quoi, pour les enfants dans les cuisines. Bon, en faisant le tour, si on trouve au moins 7 000 dessus, comment on appelle, par motif, c'est bien. Bon, heureusement, ça va. Le travail vient par rapport au Conora. Quand même, par jour, ça marche, je gagne au moins 5 000 par jour. Certains moments arrivent, tu peux gagner 7 000 comme ça. La pièce maîtresse de ce dispositif est l'urinoir. La forte demande a créé sa rareté dans les points de vente. Comme en de pareilles circonstances, la surenchère s'installe et le chiffre d'affaires monte. Et pour comprendre les raisons de cette rareté, nous nous sommes rendus dans cette quincaillerie implantée quelque part non loin du carrefour Verdecon. C'est devenu rare sur le terrain parce que la quantité, c'est-à-dire le stock interne dans le pays est inférieur à la demande. Chaque Béninois aujourd'hui veut avoir ce produit-là pour se désinfecter de façon très hygiénique parce que ce que nous avons conçu est un peu spécial. On ne touche pas le savon, on ne touche pas au robinet aussi. C'est à l'aide des pédales seulement qu'on fait tout. Et la quantité demandée par les Béninois a beaucoup influencé sur le stock interne. C'est pourquoi ça est devenu rare sur le marché. À côté des soudeurs et des plombiers qui font en ce moment de bons chiffres d'affaires, d'autres acteurs ont germé pour la circonstance. Seydou Koudous est technicien en électronique. Avec la forte demande du dispositif de lavage des mains, il y a eu l'ingénieuse idée d'en fabriquer aussi et ça marche pour lui. Sinon, j'avais l'habitude de couper les plastiques pour les bonnes dames qui vendent les plastiques à côté de moi. Donc, un jour, il y a quelqu'un qui a amené un robinet, de percer un plastique pour placer. Donc j'ai essayé, ça a marché. Comme il y a la maladie de coronavirus qui est venue, les gens m'ont commandé des plastiques pour laver les mains. Donc j'ai essayé, ça a marché et les gens ont commencé par venir. C'est ainsi que Seydou Koudous a créé sa clientèle pour aider la population à respecter les règles d'hygiène dans cette période. Par ailleurs, dans les marchés, les plastiques, composantes essentielles du dispositif de lavage des mains, s'achètent comme de petits pains. Ici aussi, les prix ont augmenté et les vendeurs s'en sortent mieux qu'avant l'apparition du coronavirus. Oui, c'est vrai, ça devient cher, mais ce n'est pas de notre faute. C'est compte tenu du prix qu'on l'a acheté. Avant, les plastiques qu'on achetait à 2 000 au marché, c'est devenu à 2500. Ce que tu achètes à 2500, tu vends ça à 3000 pour gagner 600, c'est pas encore trop. Les marchés s'animent bien autour de la pandémie du coronavirus, comme les vendeurs ambulants de masques au niveau des feux tricolores. Seulement que ces derniers sont allergiques aux caméras, puisque bien conscients du caractère illégal de leur commerce. Pendant que l'apparition du coronavirus paralyse les activités économiques dans le monde, la crise sanitaire fait ses heureux. Avec l'apparition du coronavirus au Bénin, le gouvernement a pris certaines dispositions pour éviter sa propagation. Entre autres mesures, il est conseillé le lavage régulier des mains et surtout éviter le contact corporel. Mais question, comment est-ce que ces règles sont respectées dans les centres de santé et quels sont les comportements des patients par rapport à ces différentes mesures? Teddy Goudalo a sillonné quelques hôpitaux pour constater l'approche des travailleurs du monde de la santé. Son reportage est présenté ici par Narcissa Lossé. Tout comme dans ce centre de cardiologie, la consigne est claire et systématiquement respectée dans bien d'autres hôpitaux sillonnés. Pas de chance pour le coronavirus. Pendant que le personnel des lieux est contraint de se couvrir la bouche avec un cache-nez à chaque instant, il est impératif pour tous les visiteurs de subir un lavage de mains avec du gel hydroalcoolique et la vérification de sa température avant toute chose.
Dans tous les cas, il n'accède aux salles de soins, aux salles de consultation, aux salles d'échographie ou aux salles de kinésithérapie que après avoir prouvé qu'il a une pavette et qu'il s'est prêté aux différents dépistages. Nous avons limité les entrées et sorties. Je veux parler donc des visiteurs, je veux parler des gardes malades. Et s'agissant du déroulement des consultations dans les hôpitaux, le constat est visible. Des sièges d'attente complètement vides et les aides soignantes plus ou moins désœuvrées. Les consultations, elles arrivent à compte-gouttes parce que les gens ne veulent pas venir, parce qu'ils pensent que c'est dans nos structures qu'on peut trouver aussi des virus et des risques qu'ils prennent en venant en consultation. J'avoue que certains patients prennent un peu mal ces mesures-là de sécurité. On leur fait comprendre que ce n'est pas dirigé contre eux, mais c'est important et c'est vital. Avec les quelques patients qui viennent en consultation, une sensibilisation est faite sur les conduites à tenir pour prévenir et surtout éviter la propagation de la Covid-19. Et ceci pour les rassurer de ce que les hôpitaux ne sont en aucun cas un lieu de contamination. Avant la consultation, il y a un interrogatoire quand même qui est fait. Il y a un interrogatoire qui est fait pour justement avoir une idée du parcours du patient durant les 2-3 dernières semaines. L'étape qui ne peut pas être aliénée, c'est l'examen du patient, où il est couché sur une table d'examen et où vous inspectez, vous palpez, vous percutez et vous auscultez. Et là, il faut un contact. Le contact se fait à ce moment-là avec des gants et on garde toujours les protections que vous savez, calotte, bavette et une tenue que le médecin garde sur lui de façon systématique. Pour donc éviter la propagation des microbes, il est observé à chaque instant une règle d'hygiène après la prise en charge du patient. À cet effet, des tables de consultation sont en même temps désinfectées à l'aide du gel hydroalcoolique, ce qui met à l'abri médecins et patients. Quand le patient part avec une main gantée, l'agent de santé, l'infirmière qui a assisté, ou le médecin lui-même, il va ranger tout ça. Aucun patient n'a accès à la table elle-même. Je vous montre ici, première couche ici, qui sera jetée. La deuxième couche est gardée, et puis par contre changée chaque jour. Et la table elle-même est entièrement protégée. Plus de peur que de mal. Les agents sanitaires rencontrés invitent les différents usagers des hôpitaux au calme et à la sérénité en cette période de crise et surtout au respect des mesures préventives indiquées par les autorités du secteur de la santé. Le Covid-19, on en parle toujours avec insistance, tout en jetant cette fois-ci un regard sur les lourdes conséquences de cette pandémie sur les activités économiques. Au Bénin, plusieurs secteurs sont déjà touchés. Parmi les activités impactées, donc, figurent les transports, le tourisme, les secteurs de l'hôtellerie et autres. Certaines entreprises parlent déjà des congés techniques, voire la réduction des charges salariales. D'autres sont même menacées de fermeture. Les détails avec Clément Achadé et Dervon Pevi. À peine quelques semaines de cas de Covid-19 enregistrés, l'économie béninoise reçoit le choc de la pandémie avec de nombreux secteurs d'activité plombés. En premier, le secteur des transports très tôt élargi au tourisme, sans oublier l'hôtellerie, considérablement touché. Dans cette prestigieuse agence de voyage, les clients se font rares et le personnel est ici contraint à l'inaction. De lourdes conséquences pour l'entreprise. Notre secteur d'activité est quasiment bloqué. Aucun vol ne part, presque plus de Cotonou. Tous les passagers ont annulé leur voyage. On est presque en inactivité. Je ne vous parlerai pas de chiffres, mais je vous parlerai en termes de pourcentage qu'on est à 90% de vols annulés. Et presque tous les voyageurs, on a lancé, même si vous partez sur nos pages Facebook et nos pages web, on a lancé un appel, soi-disant annuler votre voyage n'est pas la bonne préoccupation pour l'instant. Annuler, mais changer les dates.
Des appels qui visiblement ne sont pas entendus car aucun touriste ne veut plus voyager. Conséquence directe, les recettes en pleine régression. Un coup dur pour le secteur tertiaire du Bénin. Oui, il faut reconnaître qu'avec cette maladie, le tourisme a pris un très grand coup, puisque c'est ça qui permet quand même l'échange entre chaque nation. Maintenant, il faut d'abord prendre des mesures par rapport à ce fléau. Quand je parle de fléau, je parle de ce mal dont on souffre actuellement, qui est le coronavirus. Mais si entre-temps l'État déjà pouvait garantir un minimum de mesures nécessaires, adéquates, et nous couvrir d'abord, parce qu'il faut d'abord la santé, un certain nombre de mesures pour la protection d'abord de la population, puisque sans la population, le business n'existe pas, et essayer d'accompagner ceux qui désirent quand même rentrer dans leur pays, puisqu'il y a un bon nombre de Béninois qui sont à l'extérieur. C'est donc un véritable casse-tête pour les opérateurs économiques qui investissent dans le tourisme, l'hôtellerie, sans oublier les voyages et autres secteurs qui contribuent au PIB. Face à ce dilemme, certains chefs d'entreprise envisagent déjà des mesures de dégraissement du personnel. Tous les passagers veulent des remboursements aujourd'hui. Ils nous demandent j'annule mon voyage, je veux me faire rembourser, alors que les billets sont émis depuis des mois. Et vous savez que nous, on est dans un secteur d'activité où à chaque fois quand nous émettons les billets, déjà nous encaissons et puis nous tournons nos fonds de commerce avec d'autres activités et tout ça. Nous, particulièrement à IFE Voyage, nos deux activités sont bloquées. On a le voyage qui est au statu quo. Pour l'instant, les agents sont là, ils ne font rien du tout. On veut même aller en congé technique. Pour qu'on puisse économiser nos charges d'électricité, de courant et d'ordinateur, il y a quasiment personne. Vous voyez, à l'agence, il y a quasiment personne qui entre. Et il vaut mieux que nous tous, on prenne des congés pour l'instant. Oui, on n'aura pas le choix, on sera obligé de diminuer le personnel. Parce que sans travail, il n'y a pas de salaire. Mais avec ça, avec quoi on va payer le salaire? On sera obligé de diminuer le personnel et déménager, pourquoi pas, parce que le loyer est cher, on sera obligé de chercher un endroit un peu moins. Face aux impacts du coronavirus, la cessation d'activité s'impose donc à certaines entreprises. Dans les pays à économie dominée, l'État accompagne les entreprises touchées. Mais au Bénin, les entrepreneurs se montrent réalistes. Déjà, notre pays a des difficultés pour pouvoir gérer déjà cette pandémie. Et nous allons demander encore à ce gouvernement de venir en aide. Certes, s'ils nous viennent en aide, ce sera le bienvenu. Mais on se demande, en tant qu'entrepreneur, moi je me demande aujourd'hui qu'est-ce que l'État peut faire. Quand ce gouvernement, quand il promet, il le fait toujours. Donc on espère qu'ils mettent ça en pratique. Paradoxalement, c'est en Italie que ça a beaucoup plus frappé. Or, ceux-là ont plus de moyens que nous. Imaginez un peu la suite. Si déjà l'État peut mettre vraiment, garantir la santé, investir, puisque nous avons entendu 10 milliards regroupés en temps. Si effectivement les 10 milliards sont mis en jeu par rapport à la santé, je pense que ça va donner quelque chose. Le coronavirus n'épargne donc aucun secteur économique. Sans nul doute, la croissance économique sera considérablement affectée. Aussi, des menaces planent sur de milliers d'emplois. À l'instar des populations à travers le monde, les journalistes sont aussi exposés dans leur métier à l'infection au coronavirus. C'est ce qu'ils expliquent dans cette enquête réalisée par Tanguy Agoye et Henri Ganti, à qui ils ont confié néanmoins les différentes précautions qu'ils prennent tant à la recherche de l'information qu'à la présentation. Voici leur réalisation. Devant chacune des maisons de presse parcourues, c'est le dispositif qui accueille et qui convoque par là même au rituel devenu impératif et par ailleurs salvateur. C'est le premier remède contre la pandémie du coronavirus et les hommes des médias ne se font pas prier. Même si l'acte semble dérisoire comme moyen de préservation, dans le quotidien des journalistes dont le métier est plus de contact, c'est la peur au ventre qu'ils s'attellent à informer au jour le jour. La peur est là avec toute la psychose qui l'accompagne. Chaque jour que Dieu fait, nous recevons des invités.
et par-ci par-là, c'est déjà un risque pour nous. Certains hommes des médias vont au-delà de l'hygiène des mains. Aidés par leurs rédactions respectives et la pleine conscience du danger par leurs responsables, ils ont adopté des comportements plus protecteurs pour les lieux de reportage et les sorties. Hier, j'étais dans les hôpitaux. J'étais obligé de demander qu'on puisse me donner le masque avant de pouvoir interroger les gens. Moi, j'ai mon gel hydroalcoolique dans mon sac. Je bouge souvent avec. Je porte des fois les gants. Et je mets aussi le cache-nez quand je sens que le milieu dans lequel je suis est vraiment menacé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici À la base aussi, les dispositions sont rigoureuses. Derrière les bureaux même, on s'offre des séances de sensibilisation et d'information sur les bons comportements qu'on applique d'ailleurs. Tu fais tremper les ongles d'abord. Ok. Tu t'arranges pour tremper ici. Ok. Tu forces. Tu fais comme ça. Pour la plupart dans nos bureaux, nous avons les solutions hydroalcooliques et les masques. Comme vous venez de voir chez moi d'ailleurs. Beaucoup en ont avec des gants. J'avais des gants mais j'en ai plus, je suis en rupture. Nous avons payé du javel et Omo, un tissu. Et nous avons dit à un agent d'entretien, tous les matins, il passe et nous essuie les meubles, chaises, claviers, tout. Et toutes les 2 heures, il reprend avec les poignées des portes, il essaie de tout mettre en ordre. Pour les champs des techniciens, chaque fois que le technicien vient, il se lave, on a de l'eau de javel, on essaie de nous infecter avant de prendre les matériels pour travailler. Si les hommes des médias ont pris la pleine mesure de la situation, ils doivent batailler dur pour faire adhérer leurs fans auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs à la nouvelle façon de vivre. Dans les rangs des populations, en effet, ils sentent encore une banalisation de l'infection. Et même leur démarche pour faire changer les choses bute contre l'incrédulité de certains. Il y a quelqu'un de la maison qui est allé au marché et qui a mis les gants et le masque tel que je lui avais conseillé. Mais la personne me disait en retour, je ne sais pas si je pourrais continuer ton affaire là parce qu'on m'a hué au marché dans ton pas. On m'a dit, mais tu sors d'où, tu exagères, il n'y a rien, enlève cette histoire, tu nous indisposes et tout. Et ça a eu tendance à décourager cette personne-là qui avait quand même pris conscience de la situation et qui comptait se préserver. Il y en a qui vous tendent encore les mains par les temps qui courent. Qui se disent que c'est une fausse histoire. Quand on veut manger, on doit laver les mains. Quand on quitte la ville, on doit laver les mains. Quand on rentre chez soi, on lave les mains. Ça, c'est le b.a.-ba de l'hygiène. Ou bien on dit ça ne viendra pas en Afrique. La menace, elle est réelle. Et ça tue. Se protéger et amener les autres à se protéger devient un réel challenge, selon les confrères interrogés, qui avance que le contexte de scepticisme mêlé à la religiosité prononcée des Béninois et la confiance aux décoctions apparaissent comme de grands freins à l'avancée de la prise de conscience. On va procéder maintenant à ce triste décompte. Le Bénin qui vient d'enregistrer 7 nouveaux cas de la pandémie au coronavirus. L'information a été portée à la presse cet après-midi par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, ce qui porte à 13 le nombre de cas confirmés en République du Bénin. Je vous invite à suivre à présent les explications du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Il est porté à la connaissance de la population qu'à ce jour, le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 13 le nombre de cas confirmés dans notre pays. Il s'agit essentiellement de sujets revenus de l'étranger et qui avaient été mis en quarantaine ou en auto-isolement. Malheureusement, certains des sujets en auto-isolement n'ont pas respecté cette prescription du gouvernement. Par ailleurs, il est noté que des Béninois, de même que des étrangers résidant dans notre pays, continuent d'héberger, en violation des recommandations, des sujets rentrés de voyage et qui n'observent pas l'auto-isolement, exposant ainsi toutes les personnes entrant en contact avec ces derniers au risque de contamination. Au regard de ces constats, la population est invitée à redoubler de vigilance, à participer activement à la maîtrise de la situation en observant scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement et surtout en portant à la connaissance du ministère de la Santé, à travers les numéros
5102 0000 ou 5104 0000, la présence de toute personne provenant de l'étranger ne respectant pas les prescriptions d'isolement. Seule la discipline et l'engagement empêcheront la propagation du coronavirus. Par ailleurs, en termes de mesures d'accompagnement pour faciliter le respect des gestes barrières, le gouvernement, conformément à son annonce du 17 mars 2020, met à la disposition des populations des masques de protection au prix homologué de 200 francs CFA l'unité. Aussi, pour permettre l'accès du plus grand nombre aux 10 masques, est-il prescrit que nul ne peut en acquérir plus de 2 par jour. Ces masques seront prioritairement disponibles au niveau des officines de pharmacie situées dans le cordon sanitaire, notamment dans les communes les plus exposées à la pandémie, que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Ouida, Toribosido, Semekpodi, Porto Novo, Akrom-Isrété, Agégué et Adjara. Les officines des autres régions du pays seront également approvisionnées. Le gouvernement rassure les populations de la disponibilité des 10 masques avec les livraisons en cours et celles à venir et les invite au respect scrupuleux des mesures de protection prescrites par les autorités sanitaires dans la discipline et la sérénité. On va rallier maintenant l'Okosa où nous attendent Geoffroy Vincent et les spécialistes de fabrication du vin de Palme. On l'appelle Atan en langue fon et c'est une boisson locale bien prisée de nos populations. Il s'agit d'un extrait de la sève du palmier. Mais par quel mécanisme s'obtient exactement ce vin? Le magazine que nous allons suivre se propose de nous conduire dans les champs de palmiers pour en savoir plus. Direction maintenant l'Okosa. Le vin de palme, communément appelé Atan au Bénin, est la sève extraite du palmier. Pierre Sossou, peintre auto et bâtiment, a acheté ce palmier ainsi que 25 autres à un prix variant de 1000 francs CFA à 2500 francs CFA l'unité auprès du propriétaire de ce champ situé au quartier Akodegro dans la ville de Lokossa, au sud-ouest du Bénin. Il s'attelle à les déraciner. Dès que j'apprends que quelqu'un veut vendre ses palmiers, je vais le rencontrer pour les acheter. Le travail est pénible. Il est aidé par son fils et des ouvriers qu'il recrute à 200 francs, voire 500 francs. L'arbre déraciné est taillé suivant la taille du régime. Il lui a fallu quelques jours pour arriver à bout des 26 palmiers. Après avoir tombé, à peu près 7 jours, on va lever les branches pour continuer le travail qui reste. Le 7e jour, les palmiers déjà déracinés sont élagués de leurs branches afin de ne laisser que le tronc. Sur chaque tronc, Pierre Sossou creuse un trou de forme rectangulaire au fond duquel il perce un conduit de forme ronde qui traverse le tronc. Un petit tuyau est introduit dans le conduit pour faciliter l'écoulement de la sève. Il dispose ensuite au-dessous un canari qui est destiné à récolter le vin de palme. Pour faire couler plus vite la sève de l'arbre, Pierre Sossou vient périodiquement mettre du feu à des branchages
qui lui permettent de réchauffer régulièrement le creux rectangulaire. Le vin s'écoule alors, remplissant dans un premier temps le trou rectangulaire, puis traverse le petit conduit pour remplir dans un second temps les canaries de ce nectar apprécié de tous. 7 à 8 jours après l'installation du dispositif, je viens régulièrement chauffer le creux à l'aide de feux de paille. C'est un procédé naturel qui facilite l'écoulement rapide de la sève de l'arbre. Le vin de palme est une boisson alcoolisée traditionnelle dans la plupart des régions tropicales. Il est très répandu en Afrique. Les méthodes de fabrication varient. On prépare de la tisane avec le vin de palme. Il y a des racines qui sont à la maison et arriver à la maison, et va nettoyer les racines là et verser le vin de palme là-dessus. Si vous trouvez ça au bord de la voie, les gens mélangent ça avec du sucre et ça ne peut pas faire le travail. Donc pour trouver le bon vin de palme, il faut aller au champ. Ce précieux liquide sera plus tard exploité pour fabriquer le sodabi, l'alcool traditionnel du sud du Bénin. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais avant, très tôt le matin sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien.